Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. On vous retrouve pour parler cuisine dans l'épisode 107. Bonjour à toi, chère auditrice et auditeur. C'est Marc, avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. On va parler cuisine ensemble. Dans l'épisode précédent, le 106, Guy nous avait expliqué comment faire un potage de printemps aux fans de carottes, dans lequel il avait utilisé des verres clairs de poireaux et il nous avait laissé les blancs de côté. Et aujourd'hui, donc, il avait promis de vous expliquer quoi faire avec les blancs. C'est ça, Guy? Tout à fait. Mais on doit parler d'autre chose avant. Oui, alors avant ça, je voulais justement remercier Rémi, qui nous a envoyé un message sur notre page Facebook et qui vient de nous liker aussi la page Facebook. Apparemment, il nous écrit de Bordeaux et il nous écrit le message suivant. Bonjour, félicitations pour votre émission. Je suis infirmier à domicile et je fais beaucoup de routes. Votre émission m'accompagne dans chaque tournée. J'ai une question à vous soumettre car on dit qu'un plat cuisiné digne de ce nom doit avoir un jus digne de ce nom. Envisagez-vous une émission dédiée au jus qui est un élément très technique à mon sens. Bonne continuation et merci. Alors, Guy, un jus. Ben oui, un jus. Alors, nous ferons Qu'est-ce qu'on entend par éventuellement, je jus? crois, une émission détaillée là-dessus, mais je vais déjà répondre. Alors, il y a une différence entre le jus et la sauce. Alors, on utilise le terme de jus dans deux cas. Dans le premier cas, il s'agit tout simplement de récupérer les sucs qui ont été fabriqués ou produits en tout cas par caramélisation lorsqu'on cuit une viande, que ce soit une viande rôtie, que ce soit une viande sautée par exemple, on les récupère en déglaçant. Alors on peut déglacer avec quoi? On peut déglacer avec de l'eau. Bon, évidemment, ça c'est pas très compliqué. Mais le mieux c'est de déglacer avec un fond. Alors, il y a des fonds qu'on appelle des jus. Je vais prendre un exemple. On va dire du jus de veau plutôt que du fond de veau. Pourtant, c'est la même chose. Hein, c'est fait de la même manière qu'un fond. Oui. Mais ça, je donnerai quand même la recette à l'occasion parce que c'est un peu plus long. Vous pouvez aussi utiliser pour, donner un peu de goût parce que souvent quand on déglace à l'eau, on n'a quand même pas grand chose. D'autant plus que maintenant on cuit dans des poêles incollables. Alors pour faire un bon jus, il y a deux grandes choses qu'il faut faire. Il faut d'abord saisir sa viande avec un peu de matière grasse, hein, quelle qu'elle soit, mais généralement le beurre donne de meilleurs résultats que l'huile par exemple. Donc, il faut saisir sa viande pour la colorer, mais il faut qu'elle produise des sucs. Alors, pour qu'une viande produise des sucs, il faut qu'elle ait du jus qui exude donc de la viande elle-même et qui se caramélise au contact de la chaleur du récipient. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que on n'est plus dans des conditions techniques qui produisent de bons sucs. Pourquoi? Parce que les poêles en téflon, en tout cas en toute matière incollable, je dirais, ne favorisent pas l'attachement de la viande et une certaine caramélisation. Hein? Autre nécessité qu'il faut faire, par exemple, c'est saler sa viande avant. Alors, je sais qu'il y a de grands débats sur des chefs qui disent, oui, mais une viande, est-ce que ça s'assaisonne avant, est-ce que ça s'assaisonne après? Enfin, la réponse, elle est toute simple, elle est technique. Si on veut faire un jus correct, il faut assaisonner sa viande avant. Pourquoi? On l'assaisonne et on laisse même la viande, je dirais, 5-6 minutes au repos de chaque côté, hein, on assaisonne de chaque côté, mais on la laisse au repos sur l'assiette ou sur le plat. Pourquoi? Parce que le sel a la propriété d'attirer l'eau. Donc, il va attirer l'eau qui est présente dans la viande. Et en attirant l'eau, il attire en fait le jus. Donc, si vous voulez avoir une belle caramélisation avec des sucres, vous salez votre viande d'abord, vous attendez quelques minutes, ensuite vous faites mousser votre beurre et vous devez mettre votre viande quand le beurre a cessé de chanter. Alors, c'est c'est facile à observer. Vous mettez votre beurre dans le récipient, le beurre commence à fondre, et puis après il va commencer à mousser, puis il va mousser de plus en plus, sa couleur va légèrement changer, et puis à un moment donné, le beurre redevient plat. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre la viande dans le récipient de cuisson. Alors attention, il ne faut pas mettre sa viande pour autant dans un beurre qui soit brûlé. Sinon, vous allez avoir un mauvais goût et vous allez avoir des taches noires, je dirais à la fois sur la viande et dans votre sauce. Il ne faut pas avoir un feu trop vif non plus alors. Ben si, il faut avoir un feu vif, mais il faut un peu connaître son matériel. Hein. Quand c'était du gaz, c'était facile parce qu'on voyait la flamme et on pouvait, disons, à l'intensité de la flamme, voir s'il était puissante ou pas quand on connaissait son fourneau. Maintenant, avec les fourneaux halogènes, induction, etc., c'est un peu plus difficile, donc on doit simplement regarder comment la matière grasse évolue. Mais elle doit être suffisamment chaude, sinon qu'est-ce qui se passe? Si votre matière grasse n'est pas suffisamment chaude et si votre source de chaleur n'est pas assez chaude, la viande ne va pas colorer correctement et elle ne va pas faire de sucre de caramélisation. Donc ça, c'est pas compliqué. Alors la différence il y a
entre un jus proprement dit et une sauce est la suivante. Une sauce est une réalisation élaborée dans une recette. Donc, vous allez commencer à une béarnaise, c'est une sauce évidemment, mais vous allez commencer à ajouter des champignons, du madère, des tomates, de l'échalote, etc., etc. À ce moment-là, vous avez une sauce. Vous ajoutez de la crème, vous ajoutez du vin blanc, vous flambez au cognac, vous avez une sauce. On a un jus quand on déglace les sucres de cuisson et qu'on met éventuellement un petit peu de condiment. Il est évident que si vous faites un gigot d'agneau et que vous mettez un peu de romarin, vous avez un jus au romarin. Vous n'avez pas une sauce au romarin, on est d'accord, hein? Oui. Donc, le jus, c'est vraiment la sauce la plus simple, mais qui n'est pas une recette élaborée ni compliquée. Ça, c'est un jus, voilà. Ok, donc c'est un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui parce que nous enregistrons ceci le jour de Pâques 2019. Le jour de Et Pâques, donc aujourd'hui, effectivement. j'ai cuisiné un bon gros gigot que j'ai fait rôtir au four. Et donc, je suis les instructions que j'ai dans le Bocuse gastronomique qui explique pas à pas les recettes. Et donc, en le sortant, je sors du four, je le mets sur une planche, je mets le gigot sur une planche, je le coupe, et je récupère le jus s'est écoulé lorsque je l'ai coupé, et je récupère tout le jus qui est au fond du récipient le jus et tous les morceaux qui sont tombés dans le récipient de rôti. Une cuisson. Je mets tout ça dans un petit poêlon, puis je rajoute. Ah non, il fait déglacer, c'est ça. J'ai déglacé avec du fond. C'est pas du fond de veau, c'est du bouillon de veau comme ça en gélatine, un petit cup gélatine que tu dilues dans un demi-litre d'eau. Mais généralement, quand j'ai pas ça, alors c'est dans un cube C'était pas bouillon. du bouillon d'agneau? Ça ressemble, ça s'appelle ça du gravy, mais Ah oui, tu pourrais ok. faire ça avec un cube d'agneau, de bouillon d'agneau. Bon, j'habite en Angleterre, ça se retrouve dans tous les magasins, du bouillon d'agneau ou du cube comme ça d'agneau, ou de ces petites cubes gélatineuses d'agneau. Et puis je fais réduire. Bon, c'est comme du fond, hein. Donc je déglace, puis je mets dans un poêlon, avec tous les morceaux dedans, et je fais réduire. Et puis je passe au chinois. Et puis, je rectifie la consistance. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est une branche de romarin et 2 gousses d'ail Alors, coupées en en fait, morceaux. les opérations se sont un peu escamotées, hein. Donc, comment doit-on faire? T'es qu'un professionnel, voilà comment il ferait. Il retire son agneau du récipient de cuisson, Oui, hein, il met le récipient de cuisson carrément sur le feu. oui, c'est ce Et que j'ai alors, fait. quand on n'a pas suffisamment de caramélisation des sucres, on met le feu de manière, on le règle pour qu'il soit un peu plus intense, de manière éventuellement à provoquer une petite caramélisation si on estime qu'il n'y en a pas assez. Et on déglace l'ustensile dans lequel on a cuit. Alors, on déglace, on met sa branche de romarin, on met éventuellement un peu d'ail, on met enfin tout ce qu'on a envie, hein, un peu de thym, enfin voilà. Et puis avec une fourchette, mais sans gratter l'ustensile, hein, simplement en frottant l'ustensile, sans l'agresser, je vais dire, hein, on déglace en décollant tous les sucres qui ont caramélisé dans le fond de l'ustensile. Et puis après seulement, quand on a déglacé, qu'on a fait bouillir, on verse dans le chinois, dans le petit poêlon, hein, et on lie dans le petit poêlon. Voilà. Ça, c'est comment on ferait. Donc, on ne mettrait pas dès le départ dans le petit poêlon et puis après repasser au chinois, etc. On le fait en gagnant un ustensile, en réalité. Oui. Si ce n'est que l'ustensile, donc là, c'est plutôt un plat à Ah oui, rôtir. c'est la plaque du four, peut-être. Voilà, c'est Oui. un plat à rôtir. Comment dire, c'est un truc métallique un peu plus haut qu'une plaque de four, mais c'est pas fait pour aller sur le C'est gaz, pas quoi. fait pour aller sur le feu après, Donc, voilà. je vais pas le laisser très longtemps. J'utilise ça effectivement pour colorer le gigot au début avant de le mettre dans le four, je le passe au. D'ailleurs, comme c'est pas fait pour, ça se balade sur le feu. Alors tu le tiens avec un torchon d'une main, et puis de l'autre côté, j'utilise une pince pour le tourner, et puis ça tourne dans tous les sens, et puis j'ai mis le feu au torchon comme ça. C'est allé sous Oui. le gaz. Du coup, ma femme m'a fait la gueule parce que c'était un torchon qu'elle avait depuis qu'elle était. Depuis Depuis qu'elle qu'elle est née. presque. Presque. Donc, j'ai fait un gros, Ce j'ai n'était fait pas un un gros lange, trou par dedans. hasard. Non, 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 non. c'était pas un lange, ça va. Bon, c'est un truc vintage, quoi. Effectivement, t'es un petit peu attaché à ça. C'est pas grave, je t'en achèterai un autre. Mais voilà, je le mets sur le feu pour ça, et puis éventuellement pour déglacer, mais vraiment déglacer, dissoudre, et puis hop, je termine la réduction. Parce Mhm. qu'il faut bien faire réduire, parce que ton fond ou ton cube de bouillon que tu as mis dans un demi-litre d'eau, c'est trop liquide, il faut le faire réduire. Et Oui, raison de plus pour ne pas le mettre, comme la recette le dit, dans un demi-litre d'eau, mais dans 3 décilitres. Et à ce moment-là, on n'a pas 2 décilitres d'eau à faire bêtement évaporer, hein. oui, oui, oui. Si ce n'est que Ouais. c'est plus difficile à dissoudre. C'est un peu bizarre comme comportement, ce truc-là. Mais bon,
Alors, je sais bien, pour le dissoudre, hein, parce je suis confronté à ce genre de produit aussi, en fait, on prend une fourchette et on l'écrase tout simplement. Et alors, à ce moment-là, ça va beaucoup plus vite. Ah oui, oui. Parce que si le fait étant que c'est un produit qui est gélatineux, hein, donc il faut qu'en fait le liquide chaud ait fait fondre je dirais la surface et puis attaquer le cube, hein, Oui. parce que c'est gélatineux jusqu'au centre. Tandis que si on l'écrase avec une fourchette, on réduit tout ça en petits morceaux, hein, et alors il se dissout quand même beaucoup beaucoup plus rapidement, bien entendu, que si on le laisse fondre naturellement. Donc pour répondre à notre ami Rémi, le jus, c'est quand on a cuit une viande à la poêle ou au four. Ou au four et qu'on la déglace. Voilà. Avec un liquide, que ce soit de l'eau, que ce soit un fond approprié, forcément, c'est toujours mieux, c'est de déglacer avec le produit qui respecte la nature même de la viande. Je vais donner un exemple. Vous allez cuire, comme on dit, du poulet. Ben, vous déglacez avec un jus de poulet, je dirais éventuellement industriel, ou bien avec un cube, avec de l'eau et un cube de bouillon de poule. Hein, vous n'allez pas, par exemple, déglacer un steak avec un cube de poule. Vous allez à ce moment-là utiliser un cube de bœuf. Maintenant, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, je suis pas trop pour les cubes qu'on met dans le potage, parce que généralement ils sont très salés et deux ils ont un goût très typé. Hein, je vais dire entre guillemets le goût Knorr, on le retrouve très vite. Oui. Moi je suis plutôt pour les fonds en pâte. N'achetez pas les fonds en bocaux. Alors ce n'est pas que les fonds en bocaux ne sont pas bons, c'est pas ça que je veux dire. Généralement ils sont très faibles en goût. En fait c'est beaucoup d'eau avec un tout petit peu de goût, hein, et ça coûte très cher, hein, parce qu'un bocal comme ça maintenant j'en ai déjà acheté aussi, hein, pour voir comment c'était. Ça coûte très très cher pour peu de résultats. Personnellement, je l'ai raconté, je t'en ai déjà acheté. Il y a du fond en pâte, et ça, je veux quand même dire la marque, c'est Nestlé, hein, qui a un jus de rôti en pâte. Pour moi, c'est exceptionnel. On en met une cuillère à café par recette, par préparation, Oui. et alors Mais c'est on ne dans les met, magasins de professionnels qu'on trouve ça. on les trouve sur Internet aussi. Oui. Maintenant, il y a Liebig qui a fait qui bien avant Nestlé avait fait ce même produit, mais dans des tout petits récipients blancs, un genre de porcelaine opaline comme ça. Mais il y en a 4 cuillères à café et ça coûte très cher au kilo. Donc le mieux, je pense que c'est d'investir le jus de chez Chef, hein, c'est la marque, c'est la gamme Chef de chez Nestlé. Vous investissez, vous achetez un pot, ça coûte un peu cher au départ, mais vous pouvez aller 1 an et demi avec, hein, et vous ne vous tracassez pas pour la date de péremption. Pour une raison toute simple, c'est que c'est un produit, je vais dire, qui est tellement concentré qu'on peut le garder quasi éternellement. Hein, il ne faut pas se tracasser. Si on dépasse de 1 mois la date, il n'est pas devenu mauvais pour autant. Bon, chef, j'ai une question. Oui. Bon, est-ce que le jus, ça marche aussi pour les poissons ou alors les coquillages? Ben, pas exactement de la même manière, hein, parce que quand entre guillemets, on déglace la poêle dans laquelle on a cuit par exemple une truite ou une sole, on déglace, je mets des guillemets, on déglace avec de la matière grasse, on déglace avec du beurre pour faire un beurre, hein, le beurre meunière ou le beurre qui accompagne la truite aux amandes, etc. On ne peut pas vraiment parler de déglaçage et on ne peut pas parler de jus, parce que dans la notion de jus, il y a quand même l'idée d'avoir de l'eau et d'avoir des sucs de cuisson qui sont passés dans cette eau, dans ce liquide. Et on ne fait pas ça pour du poisson. Par exemple, comme entrée, j'ai fait des coquilles Saint-Jacques que j'ai poêlées. Mais alors, Mhm. bon, je les avais pas décongelées. Je les achète congelées et je les avais pas décongelées assez tôt. Donc elles étaient encore un peu collées. Donc pour qu'elles décongèlent plus vite, j'ai mis un couvercle sur la poêle. Alors du coup, elles ont perdu beaucoup d'eau. Évidemment, donc ça, elles n'ont pas pris couleur, ça a mijoté, Voilà, elles ont rétréci, un petit peu. voilà, Elles sont pas devenues ouais. caoutchouteuses, hein, parce que je les ai retirées avant. Mais alors avec tout ce jus, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un trait de vin blanc, j'ai un peu lié. Et Mhm. c'était... Est-ce que c'est encore du jus? On peut dire que c'est encore du jus, mais disons que la recette n'est pas très orthodoxe, hein, on va le dire comme ça. Pourquoi? Oui, on peut appeler ça, C'était très bon. Les gens se ah, sont peut-être pour bien. lécher les babines, hein. Bah oui, mais disons qu'une coquille Saint-Jacques, il n'est pas vraiment prévu de la cuire comme ça et de la laisser, je dirais, mijoter ou bouillir dans son propre jus. C'est une erreur technique, mais bon, voilà, chacun fait un peu ce qu'il Bon, veut, je mais n'ai rien à bon, redire à ce si niveau-là. je cuis des coquilles Saint-Jacques et qu'elles perdent de l'eau, est-ce que c'est aussi un jus? Est-ce que On je peux en pourrait faire dire que quelque c'est un chose? jus. D'un point de vue formel, on peut dire que c'est un jus, mais un professionnel ne va pas travailler de cette manière-là. Voilà, Est-ce que je peux en faire c'est pas... quelque chose? Oui. C'est toi le professionnel, c'est pas moi, hein. Eh bien, bon. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, hein, quand on voit que les coquilles Saint-Jacques commencent à donner leur jus, hein, Oui. leur eau de constitution, on égoutte et on récupère cette eau, ok? On la met dans un récipient, dans une autre poêle ou dans une autre sauteuse, hein, de manière à ce que les coquilles Saint-Jacques cuisent à sec ou le plus à sec possible. Ça, c'est une première chose, hein. Ensuite, ce jus récupéré, comme tu dis, on peut ajouter un peu de vin blanc
faire réduire, ajouter éventuellement une échalote et puis après un filet de crème lié. Hein, et à ce moment-là, on a une sauce élaborée. Oui. Moi, j'avais juste lié au roux. Mais on peut lier qu'un petit peu de roux minute. Hein. Oui, c'est ça, du roux minute. L'idéal, ce serait quand même, par exemple, de crémer, d'ajouter un petit truc, hein, ajouter éventuellement de la ciboulette, éventuellement du cerfeuil, éventuellement tout bêtement du persil, hein, pourquoi pas, ou éventuellement un peu d'ail, un peu de persil. Et là, on pourrait mettre, par exemple, un de ces cubes ou de ces petits cups gélatineux. Il y en a qui sont ail et persil, par exemple. Hein. Il suffit d'ajouter un petit cups comme ça dans ce jus d'exudation des coquilles Saint-Jacques, de mettre une petite brique de crème ou en tout cas un décilitre de crème, de lier légèrement. Et on a déjà à ce moment-là non plus un jus, mais on a une sauce, hein, parce Oui. que on a vraiment une recette qui commence à devenir élaborée. Hein. Tu rajoutes des ingrédients extérieurs qui sont... Mais j'en rajoute suffisamment. Bon, dès le Oui. moment, encore une fois, où on crème, bon, parfois, au niveau des appellations actuellement, on fait des entourloupes. Hein. On va appeler ça jus crémé. Bon, ça existe. Hein. Dans les cartes de restaurant, vous verrez telle pièce de viande, hein, son jus crémé au romarin, un truc ainsi. Oui, ok, c'est encore un jus, mais ça devient vraiment, ça commence à devenir une sauce. Disons que on passe subtilement du jus à la sauce quand on va ajouter des éléments solides. Par exemple, vous allez ajouter des champignons. Là, vous attrapez une sauce. Hein. Oui. Vous n'êtes plus dans le jus. Hein. On met des champignons qui ont été sautés, hein, ou on saute des champignons dans la matière grasse de cuisson de la viande. Hein. On ajoute du fond, on ajoute de la crème. Là, on attrape une sauce. On n'est plus dans le jus. On ne va pas dire jus crémé aux champignons sautés. Non, c'est sauce machin, c'est tout. Voilà. Ok. Voilà. Bon, Enfin, ben, on a tout dit. j'espère qu'on a répondu à la question de Rémi. Si vous aussi vous avez une question, vous pouvez faire comme lui, nous envoyer un petit message à travers la page Facebook ou bien l'email question@parlescuisines.com. Et ce que je ferai pour Rémi, c'est faire un épisode sur le jus de veau, expliquer comment on fait un jus de veau ou un jus de notre bébête, hein, mais le jus de veau, c'est quand même le plus utilisé parce qu'il peut aller avec tout. On peut utiliser le jus de veau pour une volaille, on peut utiliser le jus de veau pour du bœuf, il n'y a pas de problème. On avait parlé du fond de veau avec Pierre Troisgros. Oui, on en avait parlé, mais on n'a pas donné vraiment de recette. Hein. Donc ici, Ouais. ce que je ferai, c'est donner une recette et en demandant aux gens d'être patients parce qu'évidemment, il faut un certain temps pour l'élaboration. Mais je vous donnerai la véritable recette du jus de veau classique Oui, et sa manière de le réaliser. il en avait pas parlé dans des termes très élogieux, hein, même bien que c'est quelque chose effectivement que tout le monde utilise dans les grands C'est-à-dire restaurants. que le jus de veau fait partie de la cuisine classique et maintenant beaucoup de chefs ont voulu s'en détacher en disant oui mais moi je déglace mes sauces à l'eau etc. Mais je déglace mes viandes à l'eau etc. Bon il y avait un grand spécialiste qui était Bernard Loiseau qui avait 3 étoiles. Enfin, le malheureux est décédé, hein, il a mis fin à ses jours mais il avait 3 étoiles et son établissement d'ailleurs qui lui a survécu a toujours 3 étoiles. Hein, il était je dirais le spécialiste de la cuisine déglacée à l'eau. Bon, je suis allé dans un restaurant il y a un mois de cela et j'ai discuté avec le chef hein, avant de manger. Disons, c'était il y a 2 mois, j'ai parlé avec lui puis j'ai mangé il y a un mois. Et alors, il m'a dit, oh, mais qui dit, moi, je vire de ma cuisine toutes les boîtes, des fonds, les glaces, les machins de tous de l'industrie agroalimentaire, hein, et je fais juste un déglaçage à l'eau, hein, et puis je fais mon fond, mon jus moi-même, mon jus de veau moi-même. Ah bon? Je suis intéressé. Je dis, tiens, comment vous faites alors parce qu'on a quand même plus d'un temps des brigades de cuisine qui travaillent sur de très très longues journées. Or, pour faire un véritable jus digne de ce nom, moi j'étais habitué à le faire cuire sur 2 jours. Hein. Bon, ça voulait dire qu'il fallait 16 heures de cuisson. Oui. Et il me dit, ah mais qui dit non, qui dit, hein, je ne fais pas comme ça, je le fais avec de la blanquette de veau avec os. Bon, d'accord. Et je suis allé manger une recette emblématique de la cuisine belge, que sont les rognons à la liégeoise, donc avec des baies de genévrier. Bon, d'abord, la recette ne respectait pas, je dirais, la tradition. Hein. Il y avait des carottes et des navets avec. Bon, ça n'existe pas dans la recette authentique, c'est même surprenant. Et alors, il y avait un jus. Et alors, le jus, hein, il était clair, il était, comment je dirais ça? Il était doré, pas plus que ça. Or, la recette traditionnelle, il faut un jus qui soit brun, hein, presque noir, hein, Mhm. je dirais presque couleur café, quoi, tellement le jus est concentré. Alors, bah oui, il y avait des baies de genévrier. C'était pas les meilleurs oignons que j'ai mangés de ma vie. Alors, je ne vois pas parfois ce qu'il y a de honteux à utiliser des produits de l'industrie agroalimentaire pour autant qu'on sache les utiliser correctement. Et je préfère, je dirais, un concentré de viande de l'industrie agroalimentaire qui donne au plat, je dirais, sa typicité, plutôt que de faire un jus, je dirais, en faisant finalement un bouillon de blanquette qui est coloré au four. C'est pas ça un jus, quoi. C'est pas ce qu'on attend. Enfin bon, ça c'est mon principe. Hein. Je suis peut-être de la vieille école, mais disons que j'aime bien quand les recettes
sont ce qu'elles prétendent être. Sinon, on appelle ça autrement. Hein. On dit voilà, jus clair au genévrier, par exemple, mais ce n'est pas à la liégeoise à ce moment-là. Ok. Merci beaucoup, Guy. Bon, revenons un peu à nos poireaux. Revenons un peu à nos La poireaux. semaine On dernière, avait laissé, voilà. on avait laissé un petit peu, je dirais à nos auditeurs, un cliffhanger en disant bon ben voilà les poireaux, les blancs de poireaux, il faut encore les utiliser. Comment va-t-on faire? Alors je vais me permettre avant ça de vous citer ou de vous présenter un menu et on va un petit peu y réfléchir et le fait d'utiliser les poireaux après va découler de mon observation. Oui. Alors on s'imagine, hein, on est en été, il fait beau, on reçoit des amis et je vais me mettre un petit peu dans la tête du repas français traditionnel lorsqu'on veut recevoir les gens. Alors on commence par quoi tout d'abord? L'apéritif. On prend l'apéritif. Et qu'est-ce qu'on met avec l'apéritif? Des chips. Ah oui, des Du chips. saucisson. Mais on met du saucisson, on met éventuellement des dés de fromage, on met éventuellement des filets d'anchois. Hein, il y a des filets d'anchois, Oui, des je petits dirais à légumes l'huile au trempés. naturel, et puis il y a ceux qui sont façon méditerranéenne. On met éventuellement des petits toasts auxquels on a mis du thon mayonnaise, hein, ou du saumon mayonnaise. On met des petites verrines où on a mis éventuellement des crevettes ou Oui. voilà. On met éventuellement des ailerons de volaille qu'on a rôtis au four. Bref, ok, on met ça. Bah, Donc on tu nous mange fais un déjà cette cocktail histoire-là. dînatoire, là. Non, mais enfin, quand on veut recevoir, disons, dans les grandes longueurs, hein, on ne regarde pas, on ne met pas de Oui. cacahuètes ni de pistaches. Hein, on essaie de faire ça bien. Oui. Et puis après, on prend une entrée. Alors, il y a une entrée qui est quand même fortement en odeur de sainteté pendant l'été. Hein. Il y a du melon. Qu'est-ce qu'on met avec ça? Du jambon. Du jambon. Donc, on se mange un bon jambon de Bayonne ou un bon jambon de Parme ou un bon jambon sec avec du melon. Hein. Ça, c'est très bien. Et puis après, on va prendre la grosse pièce. Qu'est-ce qu'on va prendre comme grosse pièce, par exemple? Il fait beau. Hein, on a sorti le grill. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je ne parle pas de faire un Barbecue. barbecue. Non? Oui, barbecue. Mais je ne vais même pas parler de faire 36 viandes. Je vais dire, on en fait une seule. Hein, Des imaginons. merguez. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, non, on va dire, on reçoit des gens. On aime bien. On va en mettre une belle côte à l'os au Oui, c'est feu. ça, Hein. une petite côte à Bon, l'os. Oui, c'est bien ça. mettre une belle petite côte à l'os. Et là, de nouveau, on n'a pas regardé parce que au moment de l'apéritif, on a déjà pris facilement une cinquantaine de grammes de ces produits à base de crevettes, à base de fromage, à base de viande, etc. Le jambon, une belle assiette de jambon, il faut compter facilement la centaine de grammes aussi. On a acheté de la côte à l'os, on va pas se regarder les uns en train de manger le dernier morceau. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit large, on prévoit facilement l'équivalent de 200 grammes net de viande par personne pour ne pas qu'on puisse dire qu'on a été mal reçu. Et puis, qu'est-ce qu'on prend après le plat principal? Une Dans un salade. repas? Ah oui, oui, éventuellement. Mais après ça, quel est Le le fromage. plat le fromage. Aucun menu français ne va, je dirais, déroger au fromage. Alors, le fromage, on disait, quand j'étais à l'école, il y a donc très longtemps, qu'on devait compter 70 grammes de fromage par personne. Moi, je peux vous dire que si Wow. vous faites un plateau de fromage où vous ne mettez qu'en moyenne 70 grammes par personne, autant vous dire que vous allez les faire misérables. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit, et quand on a le fromage dans son assiette, on se rend compte que 70 grammes, c'est pas très élevé. Hein. En plus, il y a les croûtes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compte large. Hein, et on compte au départ au moins 125 grammes par personne. Bon, comme ça, Oui. on peut au moins en manger 100 grammes net chacun. Et puis après, grand-mère a fait sa spécialité. Qu'est-ce qu'elle a pu faire comme spécialité Un et qui gâteau. plaît beaucoup? Elle a fait soit un gâteau, mais elle a aussi éventuellement fait ces fameux œufs à la neige ou sa crème renversée. Hein. Oui. Bon, et là, vous comptez encore l'équivalent d'un œuf par personne. Alors, un œuf, c'est 50 grammes. Donc, si on fait le total, on a 50 grammes à l'apéritif, 50 grammes au dessert, ça fait 100, plus au minimum 100 avec l'entrée, plus encore 100 pour le fromage et 200 pour la viande. On est à 600 grammes de produits d'origine animale, de produits carnés ou assimilés. Hein, si c'est du poisson, on va dire que c'est assimilé. J'ai déjà expliqué que manger autant de produits carnés au cours d'un seul repas n'avait aucun intérêt, ni pour le portefeuille et encore moins pour la santé, puisque les produits carnés, je ne parle même pas ici du point de vue vegan, hein, mais je dis simplement que les produits carnés sont des produits qui contiennent de l'azote et que nos reins vont devoir travailler pour éliminer cet azote via l'urine. Donc, Votre ça n'a pharmacien aucun vous intérêt. remercie. Voilà, donc ça n'a aucun sens, ni pour le portefeuille parce que ça coûte cher, et ça n'a non plus aucun sens pour la santé puisque c'est même préjudiciable et que prendre trop de protéines au cours d'un seul cycle digestif, vous ne les utilisez pas, vous allez simplement les brûler comme calories. Donc Ou ici, les si vous rejeter dans attendez, les selles. et les rejeter dans les selles. Donc, si vous attendez jusqu'à la fin de notre petite émission d'aujourd'hui, je vous donnerai un petit truc, une recette particulière où vous allez gagner 175 grammes de protéines sur votre total dans un repas qui se veut festif.
Alors, on va parler des poireaux maintenant. Alors, les poireaux, on se demande finalement pourquoi on n'en mange pas plus, tellement ils sont bourrés de vertus. Alors, je suis un petit peu allé voir quand même sur Internet pour ne pas vous raconter trop de crack, comme on dit, et pour vous dire tout ce qu'ils contiennent. Alors, d'abord, les poireaux, ils contiennent des fibres, à raison de 2,7 grammes pour 100 grammes de poireaux au départ. Alors, c'est pas compliqué de se rendre compte qu'il y a des fibres dans les poireaux, puis on les voit à l'œil nu, Ce sont toutes ces petites fines lignes qui parcourent les blancs et les verts de poireaux. Et les fibres, elles ont beaucoup d'effets. D'abord, elles ont un effet, comme je l'ai déjà expliqué, sur le transit intestinal, c'est qu'elles facilitent le transit intestinal, mais en plus, elles ont un effet relaxant, ce qui n'est pas mal. Et puis, le poireau, il contient plein de bons sels minéraux. Il contient du calcium, il contient du magnésium, il contient du potassium, et puis il y a 3 vitamines qui sont, je dirais, reprises dans celles que le poireau contient. Il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine C, et il y a de la vitamine B6. Je ne vais pas vous donner toute la liste des autres produits contenus dans le poireau, mais je vais par contre vous citer les bénéfices. Alors, le poireau est d'abord anti-inflammatoire. Ça, c'est déjà bien. Alors, il a un effet protecteur sur le cœur. C'est pas mal non plus. Anti-inflammatoire, ça veut dire que ça protège du cancer? Alors, oui, attends, après, il a un effet anticancéreux, ça, c'est encore autre chose. Donc, il est anti-inflammatoire, il est anticancéreux pour d'autres raisons. Il a un effet protecteur sur le système cardiovasculaire, il a un effet protecteur sur les neurones, il est un analgésique, donc naturellement, il va atténuer le seuil de la douleur, c'est un anti-allergique et c'est un anxiolytique. Donc, il va, je dirais, remplacer en partie des médicaments pour les personnes qui sont anxieuses naturellement. Alors, je me dis, quand je vois toutes ces histoires-là, qu'on devrait consommer beaucoup plus de poireaux que ce qu'on ne le fait. On devrait certainement en manger une fois tous les 2 jours. Et en plus, il résout très bien les énigmes de crime dans l'Orient Express. C'est bien possible, mais je ne sais pas à quel film au meurtre dans l'Orient Express, mais oui. Il faut s'appeler Hercule pour ça. Voilà, il faut s'appeler Hercule. Mais c'est un légume belge? C'est un légume belge parce que la Belgique est un des principaux producteurs au niveau européen, parce que nous adorons le poireau, c'est un légume qu'on apprécie énormément. On l'appelle également l'asperge du pauvre, parce que le blanc de poireau peut très bien remplacer les asperges dans toute une série de préparations. On peut bien sûr mettre le poireau dans le potage, mais comme je l'ai déjà expliqué, on mettra surtout la partie verte du poireau dans le potage et on va réserver le blanc à des usages un tout petit peu plus nobles et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai ma grand-mère qui vient de l'Est de la Belgique et dans les régions un peu rurales de Belgique, on appelle ça des poros. Ça, des poros. Voilà, comme on dit, des oignons et pas des oignons. Oui. C'est exactement la même chose. Alors, il y a plusieurs manières de cuire les blancs de poireaux. Alors, je vous mettrai une photo que j'ai réalisée avec du blanc de poireau que j'ai cuit moi-même. Généralement, quand on cuit le blanc de poireau, pour le présenter, je dirais, en tube, donc entre guillemets, je mets des guillemets en entier, on doit d'abord le mettre à dimension. Donc, vous allez prendre vos blancs de poireau, bien sûr, j'ai oublié de le dire, on les nettoie, on coupe la racine, c'est évident, et on vérifie s'il n'y a pas de terre qui a pu s'engainer dans le sommet du poireau. En règle générale, quand on le coupe suffisamment en bas et qu'on a réservé le verre clair pour faire un potage, par exemple, on a moins de risque d'avoir de la terre. Si on a un petit doute, qu'est-ce qu'on fait? On fend le poireau en croix sur 1 ou 2 centimètres et puis on déplie les feuillets sous le filet d'eau qui coule du robinet et on évite comme ça qu'il y ait la moindre trace de sable ou de terre dans le sommet du poireau. Et puis après, on le met à dimension. Donc, ça veut dire que vous allez devoir couper tous vos blancs de poireaux pour avoir, je dirais, la même dimension de 6, 7, 8, 9, 10 centimètres. Parce que dans une assiette, vous allez devoir en mettre plusieurs qui vont être contigus les uns à côté des autres. Et si vous voulez que ce soit beau, que ce soit joli, il vaudrait mieux qu'ils aient tous la même dimension. Oui. Et alors, il est très difficile de couper des blancs de poireaux après cuisson, parce que si on le fait après cuisson, ils s'écrasent. Donc, on n'a pas le même résultat, il faut les couper avant. Oui. Vos poireaux ont donc été mis à la même dimension. Vous allez pouvoir les cuire. Alors, il y a plusieurs manières de les cuire. Il y a tout d'abord la cuisson bêtement pochée. Alors là, c'est de l'eau bouillante, salée, et on cuit ces poireaux. Le problème, c'est que quand on cuit ces poireaux de cette manière-là, toutes les bonnes choses dont j'ai parlé il y a 2-3 minutes, à savoir le calcium, le magnésium, le potassium et les vitamines, se retrouvent dans l'eau. Et si on n'utilise pas cette eau de cuisson, on les perd. Oui. Donc, il y a d'autres moyens qui sont des moyens un petit peu plus anecdotiques pour cuire des poireaux. Et moi, ici, je vais vous parler du blanc de poireau confit. Alors, si vous avez un micro-ondes et que vous ne devez en faire que pour 1 voire 2 personnes, le micro-ondes, c'est l'idéal. Pourquoi? Vous allez prendre un plat de juste dimension. Vous allez mettre un petit peu de matière grasse au pinceau dans le fond du plat. Quand je dis de juste dimension, c'est-à-dire que tous les poireaux vont devoir occuper l'espace disponible. Il ne faut pas qu'il y ait d'endroit où il n'y a rien. Donc, vraiment, avoir le récipient de juste dimension. En mettant 1 seul litre de tronçon de blanc de poireau. Vous mettez un petit peu de matière grasse, du beurre en pommade par exemple, vous rangez vos poireaux là-dessus,
vous remettez un petit peu de matière grasse, vous salez, vous poivrez. Alors, j'ai bien sûr fait saler, poivrer après avoir mis la matière grasse au-dessus, sinon, votre pinceau allait l'entraîner et ça ne servait à rien. Vous mettez 1 ou 2 cuillères d'eau, pas plus. Vous mettez un papier alu et vous mettez au micro-ondes. Attention, papier film, plastique pour le micro-ondes et pour le four traditionnel, vous mettez un papier alu et vous faites cuire. Alors, si vous le faites au micro-ondes, vous le mettez 4-5 minutes, si vous en faites par exemple, je dirais une dizaine de tronçons, et puis après vous vérifiez. Attention, quand vous allez retirer le papier film du micro-ondes, faites-le avec des gants, parce que vous risquez d'être brûlé à cause de la vapeur qui se trouve en dessous. Ça, je tiens vraiment à vous mettre en garde. Vous prenez un couteau pointu, vous testez avec la pointe du couteau. Si le couteau passe dans le blanc de poireau, c'est qu'il est cuit. Attention, vous devez remarquer une très légère résistance, parce que si vous avez, je dirais, l'impression de passer comme dans du beurre, c'est que le blanc de poireau a été trop cuit. D'accord? Il n'y a donc pas moyen de revenir en arrière quand c'est trop cuit. Ah, on ne sait pas revenir en arrière. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, je dirais, toutes les 5 minutes, ouvrir le four et vérifier, plutôt que de se rendre compte qu'on les a cuits trop longtemps. Alors, si vous les faites maintenant à la chaleur tournante du four et non plus au micro-ondes, vous mettez un papier aluminium, même chose, vous mettez 5-6 minutes, là vous devez mettre votre four à 160, 170 degrés, 180 degrés selon le type de four que vous avez. Vous le mettez pendant, je dirais facilement une dizaine de minutes, vous sortez, vous vérifiez, et quand vous les sortez la première fois, vous pouvez les retourner également, de manière à ce que ils cuisent, je vais dire, sous tous leurs côtés. Ce sera beaucoup mieux, ce sera plus homogène. Et vous les laissez, je dirais, le temps qui est nécessaire en fonction de votre four et en fonction, je dirais, du diamètre des poireaux. Donc, vos poireaux sont cuits. On peut les manger soit chauds, soit tièdes, soit froids. Froid? Froid, c'est génial et c'est la raison pour laquelle nous allons y faire ici une entrée d'été, une entrée de printemps, une entrée d'été. Alors, point important, lorsque vos poireaux sont cuits, vous devez les égoutter. Parce que si vous ne les égouttez pas, vous allez avoir du jus qui va se relâcher dans l'assiette, votre sauce va être diluée et la présentation va être, je dirais, galvaudée. Donc, vous devez absolument les égoutter. C'est pas compliqué. Vous prenez une grille, genre grille à tarte, que vous déposez sur un plat ou sur une assiette. Vous prélevez avec précaution vos poireaux. Vous les disposez les uns côté des autres sur la grille et vous les laissez comme ça 10 minutes, 12 minutes, le temps qu'ils égouttent, voire même plus si vous les mangez froids. Mais non, parce que vous risquez de les abîmer. Une passoire générale, sauf si c'est une grande passoire à fond plat, mais sur une grille, ça marche très très bien. Alors d'autant plus, pour qu'il reste droit. D'autant plus que le jus, vous pouvez même le récupérer pour l'incorporer dans la sauce. Ah oui. Si vous ne le récupérez pas, vous pouvez très très bien vous en servir pour faire une petite entrée, genre un petit cups de potage. Il suffit de crémer, d'ajouter un peu de ciboulette et vous avez un petit potage à boire à l'apéritif. Donc, vos poireaux vont être maintenant refroidis. Alors, si vous souhaitez qu'ils soient bien, je dirais bien froids, ben vous les mettez dans une boîte genre Tupperware, vous les mettez au réfrigérateur. Vous pouvez très bien les cuire la veille pour les manger le lendemain. Si vous les faites froid, il n'y a aucun problème. Alors, c'est là maintenant que va arriver la sauce. Alors, j'ai repéré ici, en fait, je vous donne des idées pour faire 3 types de sauces de base. La première, c'est une mayonnaise crémée. Donc, une mayonnaise crémée, qu'est-ce que c'est? C'est une mayonnaise soit de maison, soit du commerce, dans laquelle vous mettez de la crème liquide. Je rappelle que le principe d'une sauce, c'est d'être fluide. Ce n'est pas d'être du mastic. Donc, vous mettez suffisamment de crème que pour que la sauce mayonnaise devienne liquide. Pour tout ce qu'on va mettre dedans, on verra après. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle une vinaigrette blanche. Alors, une vinaigrette blanche, ce n'est pas compliqué, c'est le principe de la vinaigrette, si ce n'est qu'on remplace la moutarde par une cuillerée de mayonnaise, de sorte qu'on va avoir une sauce qui soit liquide, mais qui soit un peu plus stable et un peu plus liée qu'une vinaigrette traditionnelle qui est faite à la moutarde. C'est une sauce qu'on trouve, je vais dire, très facilement dans le commerce, mais le mieux, c'est quand même de la faire soi-même à partir des produits qu'on a, parce qu'on peut choisir l'huile et la typicité du vinaigre qu'on mettra dedans. Et puis, vous avez la vinaigrette traditionnelle, qui, elle, est tout simplement un mélange d'huile, de vinaigre et de moutarde. J'en ai déjà parlé lors d'un épisode précédent, mais vous pouvez choisir évidemment le vinaigre, selon que vous avez un vinaigre maison, selon que vous voulez donner une typicité, un vinaigre de cidre, etc. Et puis, j'ai parlé quand même, il y a un épisode ou deux, du tarama crémé, qui donne également une excellente sauce. Donc, vous prenez, par exemple, 100 grammes de tarama pour ajouter 1 décilitre de crème fraîche, et vous avez à peu près la bonne proportion, tant au niveau du goût qu'au niveau de la fluidité. C'est à peu près la quantité qu'il faut, c'est poids pour poids ou bien poids pour volume, ça revient au même. La crème a une densité qui est quand même relativement proche de 1, on n'est pas très loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour parfumer tout ça?
Alors, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Vous pouvez tout simplement faire une sauce qu'on va qualifier un petit peu de sauce à la flamande, même si c'est un peu impropre, puisque la sauce à la flamande, c'est pour les asperges avec du beurre chaud, etc. Mais on peut très bien, par exemple, prendre sa mayonnaise, ajouter de l'œuf dur qu'on a finement concassé, ajouter un petit peu de noix de muscade, ajouter un tout petit peu de persil haché, hein, et utiliser cette sauce-là pour mettre donc sur les blancs de poireaux. On peut également faire une sauce parisienne. De nouveau, j'interprète la sauce parisienne. Je mets de l'œuf dur coupé en julienne. Je mets un tout petit peu de jambon blanc coupé en julienne, mais là, il n'en faudra pas beaucoup par personne. Hein. Avec 10 ou 15 grammes de jambon par personne, vous avez suffisamment. Je mets un petit peu de persil, mais je ne mets plus de noix de muscade cette fois-là. Donc, j'ai une sauce de type parisienne. Et ça va marcher aussi bien pour la mayonnaise crémée que pour la vinaigrette blanche, que pour la vinaigrette traditionnelle. Hein. Si maintenant, je veux mettre des éléments un petit peu plus poissons, hein, je peux très bien envisager de mettre, par exemple, quelques lanières de saumon fumé. Pourquoi pas? Et je vais partir à ce moment-là de la sauce tarama. Hein, attention, qui est suffisamment salée, donc on ne doit pas trop la ressaler, on met simplement un petit peu de poivre. Je vais décorer avec un tout petit peu d'herbe, hein, un petit peu d'aneth, un petit peu de ciboulette, hein, un petit peu de jeunes oignons finement ciselés. Et je vais mettre comme ça éventuellement des lanières de saumon fumé auxquelles je peux ajouter, par exemple, quelques œufs de poisson. Hein, on peut ajouter un petit peu de truite, on peut ajouter un petit peu de saumon, du caviar si on a la chance d'avoir du caviar, pourquoi pas, hein, si on en a envie. Je peux également réaliser chacune de ces sauces en mettant des crevettes. Il n'y a pas de problème. Je pourrais mettre également de la truffe. À ce moment-là, je vais plutôt prendre la mayonnaise crémée. Si je veux mettre un petit peu de brisure de truffe, pourquoi pas. Alors, si je veux être un tout petit peu plus original, je peux utiliser ma mayonnaise dans laquelle je vais mettre un petit peu de chantilly, du gin et un peu de ketchup. J'ajoute des crevettes grises. J'ai en fait une espèce de sauce cocktail, mais qui n'en est pas vraiment une, qui est un petit peu différente. Je pourrais très bien utiliser ma vinaigrette pour mettre, par exemple, des escargots légèrement concassés, un peu d'ail, cuit bien entendu, de l'ail confit, un peu de persil. Donc je donne encore une autre typicité à ma sauce pour les blancs de poireaux. Je peux très bien envisager une vinaigrette dans laquelle j'ai mis de l'olive verte, de l'olive noire, bien sûr coupée en petites rondelles ou en petits morceaux, des dés de poivron que j'ai cuits, et éventuellement des dés de chorizo. C'est encore une possibilité. Je peux très bien faire une vinaigrette à l'estragon, ajouter des carbs, ajouter du persil, ajouter des radis rouges finement concassés. C'est encore une autre possibilité. Et puis après, ici, je vous donne maintenant une recette qui va vous faire gagner donc les fameux 175 grammes de produits carnés sur votre repas. Pourquoi? Parce que vous allez, d'une part, faire une entrée qui contient très peu de protéines, donc vous allez gagner sur vos 100 grammes de jambon de pays. Et en plus, vous allez remplacer le fromage, parce que vous allez mettre du fromage dedans. Vous n'aurez pas besoin de faire un plateau de fromage après, puisque ce serait redondant. Alors, qu'est-ce que ce serait? Ce serait, par exemple, de faire une vinaigrette avec du vinaigre de cidre, avec de l'huile, genre huile de noix, avec du miel pour adoucir un petit peu, et puis vous mettez des petits dés de fromage de chèvre. Ne prenez pas un fromage trop mou, genre Chavroux. Prenez un fromage qui est un tout petit peu, qui est encore frais, mais qui a un petit peu de tenue. Et vous mettez après, par exemple, des pignons de pain que vous avez fait dorer au four, éventuellement des cerneaux de noix que vous avez concassés, et là vous avez des blancs de poireaux avec une vinaigrette au cidre, au miel et au fromage de chèvre. Donc voilà quelques idées qui pourraient vous tenter pour l'été. Super ça. Donc vous avez ici une dizaine de recettes, mais bon, je les ai pondues comme ça, ces recettes, en 3 minutes ainsi sur un bout de papier pour vous donner des idées. Je ne les ai évidemment pas toutes réalisées. Moi, j'ai réalisé ma recette avec des crevettes, mais bon. Crevettes grises. Les crevettes grises, bien entendu. Oui, encore une sécrétion verbale du cerveau prolifique de grand maître Guy. Écoutez, je crois que tout cuisinier qui se respecte est capable de pondre comme ça 7, 8, 9 possibilités sur un coin de table en vitesse. En tout cas, merci beaucoup à toi Guy de partager ça avec vous. J'espère que vous avez pris des notes. N'oubliez pas que si vous avez une question concernant cette recette, vous pouvez toujours nous la poser. N'hésitez pas à réécouter cet épisode autant de fois qu'il est nécessaire. Je vais essayer de mettre un maximum sur les notes de l'épisode que vous pouvez consulter sur votre lecteur de podcast normalement. Si les notes sont disponibles ou sur le site parlescuisines.com, vous pouvez y mettre aussi un commentaire d'ailleurs. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. D'ailleurs ça j'aimerais bien demander aux auditeurs, si vous aimez notre podcast et que vous pensez qu'il pourrait plaire à quelqu'un d'autre, à lui, à les montrer.
allez en parler. Allez convaincre vos amis et vos connaissances qui seraient intéressés de venir nous écouter. Ça nous ferait plaisir. Au plus on est de fous, au moins il y a de riz, hein, comme on dit. Ce sera tout pour aujourd'hui, Guy. En tout cas, pour la recette avec les blancs de poireaux confits, oui, ce sera tout. Voilà. Et la prochaine fois, tu veux nous faire quoi? Eh bien, on va utiliser la partie, je dirais, supérieure du poireau, à savoir le vert. Le vert de poireau, parce que c'est vrai, tu as utilisé le vert clair, le blanc, et il manque le vert. Oui, et puis je vous dirai en même temps ce qu'on peut faire avec les racines. Ah, on peut faire quelque chose avec... Ah oui, ma grand-mère faisait quelque chose avec les racines, c'était souverain. Ah, dans le poireau, tout est bon alors. Dans le poireau, tout est bon, sauf la pointe, parce que la pointe supérieure, c'est tellement piquant, c'est tellement acre que généralement, on ne l'a que quand on a des poireaux dans son propre jardin. Sinon, les maraîchers éliminent cette partie-là parce qu'elle est vraiment trop piquante. D'ailleurs, il est temps, si vous voulez des poireaux cultivés vous-même, il est temps de les semer là, non? En fait, généralement, on les repique. Hein. Oui. On achète dans les graineries ou chez les pépiniéristes des jeunes poireaux en bottes. Mais ceux qui les sèment à partir de graines, c'est maintenant qu'il faut les semer. Ah oui. Ça, celui qui les sème lui-même, il doit évidemment les semer. Mais souvent, on achète les graines, les poireaux légèrement poussés. Et puis après, on les repique soi-même. On a un plantoir à poireaux, on ameublit le sol, hein, et puis on pique tous les 20 cm, on pique le plantoir, et puis on remet le poireau. Et puis après, et ensuite. Oui. Par contre, petite remarque, c'était vraiment quelque chose que j'ai vu faire quand j'étais gosse. Les gens avaient des poules, hein. Oui. Et les poules, dans le poulailler, elles font des fientes. Oui. Hein, donc, les vieux récupéraient les fientes comme ça de poules. Oui. Ils les mettaient dans un seau. Attention, pas un seau complet, hein. Ils en mettaient, je dirais, une petite pelletée. Ils mettaient de l'eau, hein. Ils mélangeaient le tout et ils passaient le poireau d'abord, uniquement la racine, attention, hein, pas la plante entière, hein, dans ce mélange avant de le mettre dans le trou. Parce que c'est riche On en appelait soufre. cette opération-là le pralinage. Ah, le pralinage. Mais parce que les fientes de poule sont riches en soufre et justement le poireau, tout comme tous les oignons, ont besoin de soufre pour grandir. Oui, mais il n'était pas question d'arroser le poireau, je dirais si. On arrosait le poireau, mais alors il fallait encore très fortement diluer. Hein. Il fallait vraiment diluer, je dirais, les fientes de poule pour avoir quelque chose de très, un peu comme du thé, une infusion, hein, très très légère. Et alors on arrosait les poireaux avec. C'était comme un glaçage dans lequel on trempait le poireau. C'était comme un glaçage dans lequel on mettait d'abord les racines et je dirais le poireau sur 4-5 cm avant de le mettre donc dans le trou qu'on avait fait au plantoir. Et ça assurait une belle vigueur au poireau, en fait. Waouh, comme quoi. Comme quoi, hein, tout ce qu'on apprend. Oui. Ok, super. Bon. Eh bien, nous allons saluer nos auditeurs, alors. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère qu'il vous a été aussi instructif qu'il a été pour moi. Merci à Guy pour ton temps et toutes tes connaissances et tous ces bons conseils. Et à la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois pour les vers de poireaux. Au revoir. Au revoir.